Voilà, je vais laisser la parole donc à Gautami Bowie qui a accepté de s'occuper d'animer cette table ronde. Bonjour. Gautami, mets bien, pose ton micro sur le menton, tu verras. Voilà. Bonjour. Donc, le titre de cette table ronde, c'est les engagements de Michel Audin. Mais ces engagements étaient tellement variés et différents qu'on ne peut pas parler de tous ces engagements en 45 minutes, bien sûr. Vous avez entendu des exposés, de 3 exposés déjà, qui ne sont pas exactement sur les engagements, mais sur les contenus. Donc, c'était mathématiques, historique et littéraire, mais on n'a pas vraiment évoqué la partie de l'activisme. On va essayer de le faire un petit peu, mais cette fois, ce n'est pas des exposés qu'on va faire, c'est plutôt un échange qu'on veut faire avec vous. Donc, vous allez être guidés dans ça avec les 3 personnes qui sont ici. Donc, parmi nous, aujourd'hui, c'est Marie-Françoise Roy et Sylvie Péchat, toutes les 2 mathématiciennes et activistes, donc camarades de Michel de longue date, et Claude Sabat, son époux. Donc, une fois que Marie-Françoise et Sylvie ont donné un peu de ligne, la salle sera ouverte, le sujet sera ouvert et vous pouvez participer et dire des choses que vous avez envie de raconter, d'expliquer, etc. Et à la fin, Claude va lire un texte de Michel Audin. Donc, j'invite Marie-Françoise Roy de dire quelque chose sur les engagements de Michel Audin. Merci. Je suis très, très émue et très impressionnée. Bon, comme vient de le dire Gautami, évidemment, il ne va pas être possible de faire en 45 minutes le tour des engagements de Michel, mais heureusement, il y aura donc le livre de souvenirs qui a été rassemblé. Il y a eu des témoignages de recueillis jusqu'au 8 mars. Je ne sais pas d'ailleurs si le volume est disponible aujourd'hui ou s'il le sera dans le futur. Et puis également donc beaucoup de ressources en ligne, hein, comme on l'a dit, on peut lire beaucoup de choses de Michel en ligne. Son site personnel qui a été mis à jour récemment par Claude, et également donc ça pointe sur sa page à Strasbourg la liste de ses contributions mathématiques, et aussi donc on a beaucoup parlé de tout ce qu'elle a fait pour Images des mathématiques. Alors c'est vrai, je m'interrogeais un petit peu pourquoi uniquement dans la période 2008-2013, mais Étienne nous a expliqué pourquoi. C'est parce qu'il y avait cette règle de ne pas rester plus de 6 ans au niveau d'Images des maths. Effectivement, il y a des très très nombreux textes, plus de 90 je crois, de textes de Michel dans Images des maths. Donc on a rappelé aussi que pour Michel, s'adresser à la lectrice dans son livre de géométrie, donc en alternant lectrice-lecteur, c'était un choix raisonné, et beaucoup de personnes, beaucoup de femmes se sont senties encouragées en voyant ces quelques mots. Donc pour moi, là, dans ces quelques minutes, je parlerai au féminin générique. Donc vous voudrez bien ne pas vous sentir exclu. Si on vous dit que la lectrice peut être aussi un lecteur, l'étudiante un étudiant, et la mathématicienne un mathématicien. Donc pour moi, le premier engagement de Michel, c'est déjà un engagement pour ses lectrices et ses étudiantes, car elle a fait une longue carrière comme professeure à l'université. Donc elle a été nommée professeure à Strasbourg à l'âge de 33 ans, et là aussi, il a été évoqué dans son texte tout à l'heure les circonstances de cette nomination. Donc,
son engagement, c'était déjà un engagement pour l'enseignement et la recherche, pour une géométrie qui était à la fois rigoureuse et créative, mais toujours enracinée dans l'intuition. Une production mathématique soutenue, avec plus de 70 articles répertoriés aux IBIMAT. Et en gros, les 2 tiers étaient des articles de maths autour de différents aspects de la géométrie et 1 tiers sur d'histoire et de biographie. Et effectivement, moi j'avais un peu tendance à penser qu'il y avait un moment où Michel avait arrêté de faire des maths, en fait, pour se consacrer à d'autres aspects de ce qu'elle faisait. Et j'ai découvert, à ma grande honte, qu'elle avait continué à publier des maths jusqu'en 2017 et qu'elle a aussi, sur le plan mathématique, des citations de plus en plus nombreuses au cours du temps. Alors, un engagement dont Robert vient de parler tout à l'heure aussi, c'est un engagement pour la mémoire de son père, Maurice Audin, à la fois dans son œuvre littéraire, mais aussi dans sa vie associative. Et j'avoue que quand j'ai rencontré Michel, je pense que c'était à peu près en 1986, c'était dans le mouvement qui nous a amenés à créer Femmes et Mathématiques. À l'époque, j'étais pourtant assez politisée, je dirais, mais je ne connaissais pas l'affaire Audin. Ignorante à ce sujet, comme beaucoup de mathématiciennes de ma génération, et c'est elle qui m'en a parlé la première. Bien des années après, j'ai retrouvé un engagement similaire pour la pétition Ibni. Ibni, c'est un homme politique et mathématicien tchadien, enlevé puis assassiné en 2013 par Idriss Déby, dont le fils maréchal est encore au pouvoir à l'heure actuelle. Et il se trouve que Ibni avait été mon collègue à l'université de Niamey au Niger au début des années 80. Toute la famille Audin s'était alors, encore une fois, mobilisée pour la vérité et la justice. Et j'ai eu en regardant récemment les signataires de la pétition, j'ai vu les noms de Michel, de Claude. Il y avait aussi Madame Josette Audin, la maman de Pierre et de Michel, et également Pierre Audin et Lynn, son épouse. Voilà. Bon. Alors, il y a bien d'autres aspects, je pense que vous les évoquerez dans la salle. Bon, moi, c'est plutôt de son engagement dans les premières années de Femmes et Mathématiques et aussi de European Women in Mathematics, dont je vais parler maintenant. Donc, comme il a été rappelé, je crois, par Laurence, Michel a été la 3e présidente de l'association Femmes et Mathématiques de 90 à 91. Donc, la présidente précédente était Françoise Delon, que je vois en face de moi, et qui m'avait, elle aussi, qui m'avait succédé, à laquelle j'avais passé le relais. Donc nous étions en fait un collectif très motivé lors de la création de l'association en 1987. Il y avait au début l'opposition qu'on nous rappelait toujours de quelques femmes mathématiciennes qui pensaient s'en être sorties toutes seules et ne voyaient pas la nécessité d'une telle démarche, et aussi des ricanements peut-être un peu discrets mais assez généralisés dans ce qu'on a l'habitude d'appeler la communauté mathématique. Le fait que Michel, qui était une mathématicienne reconnue et appréciée, s'y investisse, comme présidente de surcroît, a certainement surpris, mais beaucoup aidé à notre reconnaissance et au changement de regard sur ce que nous faisions. Lors de la refondation de l'Institut Henri Poincaré, au début des années 90, quand l'Institut est devenu l'Institut à thème sur le mode MSRI que nous connaissons actuellement, le fait que Femmes et Mathématiques, une association féministe, composée presque uniquement de femmes, y ait son siège social et même son bureau, n'a pas du tout été immédiat ou évident. Et Michel, là aussi, a été essentiel. Clin d'œil à Michel peut-être, l'association a partagé pendant de nombreuses années un tout petit bureau, le même bureau que Gérard Tronel, qui animait l'association Maurice Audin, et luttait, comme l'a rappelé tout à l'heure Robert, pour la reconnaissance du prix Audin, donc un prix différent de celui qui avait existé au départ entre 58 et 63, et qui affirme la solidarité des peuples algériens et français, et qui est décerné conjointement à une personne de France et d'Algérie, avec une obligation d'échange, et donc il y aura de nouveau un prix Audin en 2026, comme ça a été rappelé. En même temps que Femmes et Mathématiques, trouvait sa place à l'IHP, il y avait aussi le développement de European Women in Mathematics, IWM, et l'équipe française y était essentielle. La 5e assemblée de IWM a eu lieu au CIRM en 1991, qui était une grande première, d'avoir une rencontre purement de femmes au CIRM. IWM, par nature pluridisciplinaire, avait le souhait d'encourager les exposés abordables et compréhensibles par toutes, et les exposés étaient préparés en amont avec des relectrices,
humoristiquement désignés comme des idiotes de service et spécialistes d'une autre sous-discipline des mathématiques. Passé sous ces fourches codines exigeantes, Michel y avait fait une très belle introduction à la géométrie symplectique, et je dois dire que j'ai appris énormément de mathématiques en allant au congrès de IWM et en voyant les efforts qui étaient faits à cette occasion. Je mentionnerai enfin, mais ça a déjà été évoqué je crois, par la journée des femmes dans les mathématiques contemporaines. C'était pour les 10 ans de femmes et mathématiques, donc il y a 30 ans déjà, puisque nous allons fêter les 40 ans de l'association prochainement. Là encore, nous avions voulu innover avec des mathématiciennes pionnières qui étaient mises à l'honneur avec des exposés donnés par des mathématiciens comme des mathématiciennes, puisqu'il s'agissait de rendre hommage à des femmes. Michel avait parlé des travaux de Paulette Lieberman, dont elle était spécialiste, et Laurence Broze, notre présidente actuelle, m'a confié cette semaine que cette journée, qui était son premier contact avec femmes et mathématiques, l'avait durablement enthousiasmée et marquée, puisqu'elle est encore notre présidente maintenant. Michel Audin n'a pas fini de nous surprendre par les multiples facettes de son œuvre et de sa pensée, et et de nous accompagner dans nos luttes, toujours plus nécessaires, contre l'oubli, contre l'invisibilisation et pour l'égalité. Michel, que ton rire, si particulier, et dont je crois toutes les personnes qui l'ont rencontré en personne se souviennent, continue à résonner en nous. Merci. Maintenant, je passe la parole à Sylvie Péchat, qui est actuellement professeure en Allemagne et activiste aussi en European Women in Mathematics et une ancienne présidente de Femmes et Mathématiques. Donc, après ça, vous pouvez poser vos questions. Merci. Bonjour, je suis aussi très émue d'être ici. Je me sens moyennement légitime, bien que j'ai connu Michel sous plusieurs de ses facettes. En arrivant à Strasbourg, où j'étais maître de conférence, elle était professeure. Je suis restée pendant 6 ans. On était voisines de bureau et on est devenus amis, je dirais. On a des enfants de plus ou moins du même âge. Ensuite, par Femmes et Mathématiques, où j'ai aussi joué un petit rôle en tant que présidente après son mandat qui a été très important, me semble-t-il, comme l'a observé Marie-Françoise. Et je l'ai retrouvée après qu'elle ait officiellement quitté les mathématiques, parce que je crois, comme on l'a entendu plusieurs fois, elle n'a jamais laissé tomber les mathématiques, elles étaient toujours en elle, par l'Oulipo, à travers l'Oupimpo, qui est donc le pendant en peinture de l'ouvroir de littérature potentielle. Je pense que c'est plutôt à titre personnel que je voudrais lui rendre hommage. J'ai été touchée par l'évocation du rire de Michel, parce que c'est effectivement un rire qui résonne aussi en moi et que, il me semble, résonne dans toute son œuvre, une distanciation dont elle était capable. Je voudrais rendre hommage à sa probité intellectuelle, son honnêteté intellectuelle que j'ai toujours admirée. On a parlé de ses engagements historiques, littéraires et mathématiques. Je pense que ces engagements se sont toujours faits avec une grande pudeur. On a évoqué le fait qu'elle était à la fois très présente dans le comité Maurice Audin, tout en étant
peut-être se mettant moins en avant que d'autres protagonistes. C'est aussi, me semble-t-il, ce travail de fourmi, de recherche systématique, minutieuse, de documents, d'archives, dont elle s'est mise à l'ombre. Elle s'est mise à l'ombre des archives pour mettre en lumière des parcours un peu oubliés ou effacés, des parcours de vie qui s'inscrivent dans une histoire complexe, comme on l'a vu. Donc on a parlé il a été mentionné la commune, où elle redonne vie à une ambulancière, Alix Payen, à partir de ses lettres. On a parlé de la période de l'occupation et de la période de la Deuxième Guerre mondiale, où elle a aussi essayé de redonner la voie mathématique ou la reconnaissance mathématique à, par exemple, Jacques Feldbaum, qui était dans l'ombre d'autres mathématiciens ou bien publié sous pseudonyme. Bien sûr, tout ça s'inscrit dans cette recherche de traces d'abord de la vie de son père, dont le parcours a bien sûr marqué profondément le parcours personnel de Michel. Cet effacement pour rendre visible me semble très typique de l'attitude de Michel, qui, comme personne, était très présente, ne s'effaçait pas, était très, très, pas seulement par son rire, par son éloquence aussi, et sa propension au débat, était extrêmement présente, mais qui faisait vraiment ce travail très laborieux, avec modestie, de se mettre au service de la découverte de documents, des petites traces qui pouvaient rester dans les archives ou dans d'autres sources bibliographiques ou documentaires. Elle a fait ça avec une grande rigueur et à la fois une grande liberté. Et on l'a entendu plusieurs fois, je pense, cette liberté de ton qui donnait un aspect des fois subjectif à ses choix qui mettre en avant, qui ne pas mettre en avant, on l'a entendu dans certaines interventions. Cette habileté à pouvoir allier le subjectif et la rigueur, la grande rigueur scientifique, lui a permis d'aborder avec respect du lecteur et respect du protagoniste, respect de l'histoire, en essayant de rendre justice, comme on l'a aussi entendu, des thèmes difficiles et dont souvent on ne veut pas parler. Donc elle s'est collée à des choses difficiles de manière... et avec une labeur, elle était rapide, ce qui était tout à son avantage, mais dans une grande modestie. Et je voudrais insister là-dessus. Je pense que ce qui lui a permis de transmettre ensuite le résultat de ses recherches documentaires, bibliographiques dans les archives, c'est sa capacité littéraire, c'est son habileté à converser avec la lectrice ou le lecteur, qu'elle emmenait assez loin. Elle mettait, je pense, le lecteur, la lectrice à l'épreuve en énumérant, en comptant, comptabilisant, en faisant des listes, en le
l'emmenant avec elle dans un coin de l'histoire, puis dans un autre coin de l'histoire. Elle parvient à faire ça grâce à des contraintes souvent non visibles, dont on a entendu parler, qui, par exemple, prenaient la forme de Sixtine ou autre forme. Cette habileté à combiner la maîtrise littéraire par les contraintes et la liberté de ton, tout en conservant une grande rigueur scientifique, sont, me semble-t-il, des caractéristiques qui, pour moi, définissent la méthode et la démarche de Michel Audin. Et je l'admire pour cette probité intellectuelle qui repose sur cette liberté de ton alliée avec cette rigueur scientifique. Et c'est précieux à une époque où on ne sait pas toujours ce qu'est la vérité. Voilà, c'est ce que vous voulez dire. Merci. Nous avons... Bon, merci d'abord à vous deux. Nous avons prévu de temps pour la salle, donc n'hésitez pas d'intervenir et de dire ce qui vous avez envie de dire sur ces engagements, parce qu'après tout, sa vie entière était une vie d'engagement, il me semble, donc n'importe quelle chose on dit va plus ou moins coller. Et ensuite, on va écouter quelque chose qui sera lu par Claude. Donc, est-ce que quelqu'un... Je parle près du micro. Bonjour. Je voulais dire, beaucoup de choses ont été dites sur Michel, et ce qui peut transparaître, c'est aussi voilà, on a parlé de facettes, toutes ces facettes de Michel Audin et il se trouve que bon, je suis membre de l'Oulipo, et elle avait une curiosité, elle avait une capacité à découvrir, à prendre des éléments assez éloignés de ses mathématiques d'origine et de les faire siens et de chercher à partir de ça. Et il y avait le jeune homme devant moi qui est juste là, de rang devant moi, avait des livres et je pense qu'il y a un fascicule à la bibliothèque oulipienne qui s'appelle donc de rumination géométrique. Elle avait pris la structure d'un poème que j'avais fait, c'était une structure de onzine, une hainine, et elle avait c'est assez lointain, mais elle avait travaillé sur le fait de tresser, au lieu d'avoir des lignes en deux dimensions, d'imaginer comme des fils qui passent dessus ou dessous, voilà, en imaginant quelque chose en trois dimensions. Et je pense que c'est quelque chose qui l'intéressait, c'était de tresser les différentes activités, celles de l'histoire, de l'histoire familiale, la grande histoire, les mathématiques, la littérature, son goût je sais pas, aussi de la ville. On n'a pas parlé de Paris Boulevard Voltaire, qui est suivi de ponts, sa fascination pour les ponts. Donc elle créait des ponts entre les disciplines. Et cet engagement, il était aussi dans la capacité à rassembler des choses qui pouvaient être éloignées au départ. Et juste, puisqu'en fait, la plupart de ces livres, on va dire ouvertement engagés, notamment sur la commune, ont été publiés chez Libertalia. Je ne connais pas les éditeurs de Libertalia, je ne sais pas s'ils sont là, mais je voudrais souligner comment elle en parlait toujours avec énormément d'engagement et de passion, et que pour elle, cet engagement, il était aussi dans le choix des gens avec qui elle travaillait, que travailler avec Libertalia, ça avait un sens pour elle, un sens politique, un sens dans la société. Donc voilà, en termes d'engagement, il y avait cette volonté de créer des liens avec des gens qui pouvaient la nourrir et partager ses engagements. Merci. Est-ce qu'un d'entre vous veut réagir?
Oui, à propos de ces engagements, c'est impardonnable, mais tout à l'heure, j'aurais dû le mentionner, bien entendu, il faut parler de l'épisode de la Légion d'honneur que Sarkozy lui a proposé. Alors, je ne pense pas que ce soit une initiative de Sarkozy lui-même. D'habitude, c'est suggéré par quelqu'un. Je ne sais pas qui l'a suggéré, mais en tout cas, elle l'a refusé. La lettre qu'elle a écrite à ce sujet est quelque chose d'absolument extraordinaire qu'il faut absolument regarder si vous ne l'avez pas encore fait. C'est une lettre tout à fait... Et puis, il faut ajouter qu'elle était tout à fait habilitée à refuser la Légion d'honneur, puisqu'en fait, elle ne l'avait pas méritée. Quelques mots juste pour quelque chose de très spécifique. J'ai travaillé quelques années aux côtés de Michel quand elle était au Comité national. Et comme vous le savez tous, au Comité national, il y a des problèmes d'une complexité infinie. Et Michel était toujours là pour rappeler les règles d'éthique au bon moment. Et ça m'avait beaucoup impressionné. Elle avait fait en sorte que ce groupe du Comité national, que j'ai vu travailler 4 ou 5 ans à ce moment-là, je ne me souviens plus, soit vraiment géré en fonction de l'éthique. Et j'ai un très beau souvenir lié à ça. J'avais envie d'en dire 2 mots. Voilà. Bonjour à tout le monde. J'ai hésité avant de faire mon intervention, mais j'ai eu un peu le courage de le faire à retardement. Voilà, je voulais évoquer un aspect qui a été un peu négligé par tous les intervenants. Parler comme ça. Est-ce que vous m'entendez de nouveau un peu mieux? Donc j'ai hésité à intervenir et je voulais faire allusion à un aspect qui a été un peu oublié par tous les intervenants. C'est pas la famille de Michel Audin vers les ascendants, mais sa famille avec son conjoint ou son époux, Claude Sabat, sa fille Juliette. Pendant très longtemps, j'ai côtoyé Michel sans savoir vraiment qu'elle vivait avec Claude. Je savais qu'ils avaient fait un enfant ensemble, mais elle était souvent à Paris, en voyage. Et effectivement, quand j'ai été aux obsèques, j'ai découvert qu'effectivement, ils étaient tous ensemble. Claude venait à la gare la retrouver, elle venait aussi. Il y avait des repas de famille, il y avait des joies que personne n'a évoquées jusqu'à maintenant. Elle était mère aussi, et je pense que ça, c'est important. Elle était épouse. Et je pense qu'il y a aussi un aspect que j'aimerais évoquer, c'est le fait qu'elle a très rarement parlé de cet aspect des choses dans ses œuvres. Il y a une photo de Juliette qui s'est glissée inopinément dans son livre sur Sofia Kovalevskaya, et il n'y a pas la place ou la trace pour Claude, et pourtant Claude était présent puisque c'est lui qui a offert le format, qui a travaillé sur ce format auquel il tenait de façon assez personnelle puisqu'il était secret. Donc au moment où on a publié le livre, il ne fallait absolument pas avoir les sources. Toutes les remarques qu'on faisait sur le texte, elles étaient transmises à quelqu'un qui était elle, évidemment, et puis Claude était derrière pour intervenir sur le livre qui a été quand même très joliment fabriqué, mais nous n'avons pas effectivement fabriqué un bouquin avec une presse et une audience énorme, parce qu'on est en fait une petite maison artisanale et on ne l'a pas fait pour son bouquin comme on ne l'a pas fait pour beaucoup d'autres. Voilà, je voulais juste dire ça. Et peut-être une petite allusion. J'ai été avec elle depuis longtemps à Orsay, puisque moi j'étais un peu avant elle, mais on a un dénominateur commun, c'est son directeur de thèse qu'on n'a pas évoqué, qui s'appelle François Latour, qui était extrêmement sympathique, extrêmement généreux. Je pense qu'il mérite quand même qu'on évoque son nom. Et puis, je voudrais aussi dire une dernière petite chose rapide concernant Juliette. Je n'ai pas lu les théorèmes de Michel Audin. Je n'ai pas parlé longtemps avec Juliette, mais je lui ai dit un jour, le jour de ses obsèques, quel était le plus beau théorème de sa maman. Bonjour, quelqu'un peut commenter sur le non-passage de Michel Audin comme classe exceptionnelle ?
Non, moi, je veux rien dire parce qu'une fois, je lui avais demandé, puis il y avait des gros mots, donc je ne veux pas répéter. Mais peut-être que si quelqu'un veut en dire 2 mots. Peut-être je peux dire un mot. Je pense que ça n'était pas son but. Elle ne voulait pas faire d'efforts pour avancer dans cette direction-là. Ce n'était pas du tout son but. Elle ne voulait pas profiter de choses dont elle estimait peut-être qu'elle n'y avait pas droit ou que c'était voilà. Donc c'était quelque chose auquel elle ne pensait pas, ne voulait pas penser, comme moi d'ailleurs. Et voilà, c'était comme ça. Juste une question. Est-ce exceptionnel de ne pas passer à la classe exceptionnelle? Je veux dire, je ne comprends pas la question. Est-ce que tout le monde passe classe exceptionnelle? Non. Donc, enfin, je veux dire, donc, je sais pas, moi. J'ai pas les statistiques, mais je crois que tout le monde qui passe première classe passe exceptionnel, non? Pas du tout, absolument pas. Ou alors je me trompe, j'ai pas les statistiques. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Ce n'est pas une question, c'est une information que je vais donner. Je viens d'en parler avec M. Cory. Je suis donc membre de l'Union rationaliste et rédacteur en chef de la revue qui s'appelle Les Cahiers rationalistes. Et dans le numéro de juillet qui va sortir, donc un numéro double en juillet, il y aura un article de Michel Henry que certains connaissent peut-être, un mathématicien de Franche-Comté, enfin, de l'université de Franche-Comté, un très bel article qui s'appelle L'assassinat de Maurice Audin. Et conjointement, il y aura un petit hommage qui va, à mon avis, être enrichi suite à la journée cette matinée, un hommage à Michel Audin, qui a été également rédigé par Michel Henry. Donc, ceux qui sont intéressés pourront... c'est pas consultable en ligne, il faut acheter la revue, mais il y aura une introduction, il y aura un petit extrait simplement sur le site de l'Union rationaliste. Mais bon, donc, je tiens à le dire pour tous ceux qui sont... qui veulent travailler sur la mémoire de Maurice Audin et de Michel Audin également. Voilà. En l'an 2000 à peu près, il y a une société qui a été créée et qui a pris le nom de Thalès, voilà, le nom d'un mathématicien. Et c'est une entreprise d'armement. Voilà. Je n'ai pas eu l'impression que les sociétés savantes se soient opposées à ce kidnappage, enfin pour se faire une virginité, une innocence, voilà. Et je ne vois que Michel Audin qui aurait pu s'opposer à ce genre de kidnappage. Est-ce que vous en savez quelque chose? Non, je ne pense pas qu'elle ait été au courant ou qu'elle se soit préoccupée de ça. Non, je pense qu'elle ne pouvait pas intervenir dans toutes les directions, je pense.
Non, simplement pour dire qu'il n'y a pas que Thalès, il y a aussi Newton, Euclide, méta, axiome, enfin je veux dire, il y a beaucoup de termes de mathématiciens, pas de mathématiciennes à ma connaissance, mais de mathématiciens qui ont été récupérés, ou dont des mots d'origine mathématique sont effectivement récupérés à l'heure actuelle par la technologie. Mais effectivement, je pense que c'est pas une bataille qui a été tellement engagée par la communauté mathématique jusqu'à maintenant, mais je pense que c'est un phénomène qui va au-delà de Thalès. Voilà. L'armement, c'est pire. Oui, non, mais tous, ils font de l'armement, il ne faut pas croire. Oui, je me souviens d'un petit article très très court qui est donc écrit par Michel Audin et peut-être avec une autre personne, qui était paru dans Mediapart, qui m'a beaucoup marqué parce que c'était très très court mais très incisif. C'était à l'occasion de la visite de Vladimir Poutine à Paris, reçue par Emmanuel Macron, et c'était juste faire remarquer que Macron avait accueilli Poutine à Versailles en disant « Voilà, c'est ici que le gouvernement s'est réfugié pendant la Commune de Paris ». Et donc, effectivement, c'était très court, mais je crois que ça disait beaucoup de choses en très peu de mots. Et ça tapait vraiment là où ça fait mal. Oui, Édouard Thomas, secrétaire de Café Mat. Je n'ai pas pensé prendre la parole, mais il y a un aspect de l'engagement de Michel Audin qui me semble important, c'est sa disponibilité vis-à-vis de son public. Michel Audin n'a jamais refusé d'aller vers son public. Et nous, à Café Mat, en 2011, par exemple, quand on a invité à donner une causerie mathématique sur les contraintes littéraires, les contraintes mathématiques en littérature, dans un café, elle est venue avec enthousiasme, elle a fait un très bel exposé. Et j'ai toujours vu qu'elle assurait ses séances de signature dans les librairies, etc. Donc je pense que du côté de l'engagement, la disponibilité envers son public est quelque chose qui mérite peut-être d'être rappelé ici. Oui, moi je me souviens d'une fois où je l'ai entendue s'énerver comme elle savait le faire, dans une conférence où il y avait des gens qui travaillent comme beaucoup d'entre nous dans des associations pour essayer de rendre les maths plus populaires auprès des jeunes. Et donc le concept de faire des maths autrement, qui serait faire des maths autrement qui serait susceptible d'être la grande recette magique pour attirer les jeunes vers les mathématiques, et elle s'était énervée contre cette idée que ça avait un intérêt de faire des maths autrement. Je reprends la parole. Moi, j'aimerais souligner, puisque c'est un petit peu comme ça que j'ai vraiment connu Michel, autour de la mémoire. Je voudrais quand même souligner son devoir de mémoire, et notamment évoquer, puisque je viens de Strasbourg, son avant-dernier ouvrage, puisqu'il n'est pas le dernier, qui s'intitule « La maison hantée », qui a été présenté donc, le 16 janvier 2025. C'était la dernière fois que je voyais Michel, donc à la librairie Kléber à Strasbourg, et qui retrace notamment la mémoire collective. Alors, je cite un journaliste des DNA qui dit de Strasbourg, ployant sous la botte nazie que convoque Michel Audin dans La maison hantée, roman du faux qui dit le vrai, récit de la survie de destins brisés par la machine totalitaire nazie. La maison hantée est portée par une humaine et touchante mélancolie. Voilà. Merci. Il a été question d'ascendance et de descendance, et je voulais apporter mon témoignage parce que j'ai été sa doctorante, et avant j'ai été son étudiante en maîtrise, en prépa grecque. Et j'ai autour de moi quelqu'un d'autre qui a été son étudiante. Et deux personnes, il y en avait un autre avant, qui ont été étudiants autour d'elle en doctorat. Et excusez-moi. Et elle a eu une influence assez énorme sur les gens. Déjà, pour apporter un exemple de professeur femme. Et c'est quelque chose qui a son importance, et que j'essaye de parfois porter. Et
parfois d'accepter certains cours plus avancés pour qu'il y ait au moins une femme qui à Uppsala a fait un cours de géométrie différentielle un jour, parce qu'il n'y en a sans doute jamais eu avant et pas après, et j'essaye de porter ça comme un exemple de femme qui parle des mathématiques avancées et qui donne un exemple pour les filles, mais aussi pour les garçons, d'une voix féminine qui parle de maths. Et puis, il est question aussi du fait qu'elle mâchait pas ses mots et qu'elle pouvait être, je sais pas, peut-être directe, etc. Mais en fait, elle avait une grande psychologie des gens et des personnes à qui elle s'adressait et comment elle s'adressait à eux. C'est-à-dire qu'en cours, elle savait titiller les personnes qu'elle pouvait titiller. Et les personnes qu'il ne fallait pas embêter, elle savait aussi les laisser, en fait. Et elle savait pousser, je pense, au juste point. J'étais une personne extrêmement timide et elle a su m'embarquer, me donner. On avait régulièrement avec Mia et Damian nos rendez-vous le lundi matin, avant le séminaire de symplectique du lundi après-midi. Et en général, les invités venaient pour le déjeuner. Donc du coup, elle m'embarquait, parce que j'avais pas le choix, elle m'embarquait pour déjeuner avec eux et pour que je rencontre ces autres mathématiciens qui m'auraient fait peur et m'habituer à faire partie de cette communauté. Et je pense qu'elle a su le faire avec une très grande psychologie et elle savait exactement qui pousser, de quelle façon. Et je l'ai dit à Claude, mon grand regret, c'est qu'elle n'aura pas connu ma doctorante, mais je suis contente que cette transmission se fasse encore, et je pense que pas mal de gens qui m'entourent essayent aussi de faire cette transmission encore qu'elle a initiée. Voilà, merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres interventions, j'invite... Pardon ? Non, juste pour vous informer que mardi et mercredi prochain, les 2 fois, c'est-à-dire le 17 et le 18 mars, à 19h30, il y a des hommages à Michel, organisés justement par la librairie Libertalia. Alors mardi, c'est à Montreuil, et mercredi, c'est à la récente librairie de la Maison des Métallos à Paris. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit d'aller sur le site de l'association Josette et Maurice Audin. Voilà. Ok, donc j'invite Claude Sabat de lire un texte. J'ai connu Michel, je l'ai connu depuis très longtemps, puisque je l'ai connu dès la fin des années 70, et particulièrement, disons, dans les années 80-90. Et je voudrais dire que je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas parlé vraiment de son activité mathématique, parce qu'elle a, à mon avis, c'est l'opinion personnelle, elle a été vraiment une personne très importante pour le développement de la géométrie, ou ce qu'on appelle maintenant la topologie symplectique en France. En tout cas, personnellement, parmi peu de choses que j'ai fait en maths, un certain nombre ont été faits par son inspiration, par les questions qu'elle a posées. Voilà. Je pense que ça, il fallait le dire. Un manque de crème. Bien. Donc le thème qui m'a été attribué pour cette table ronde
concerne l'engagement de Michel vis-à-vis de sa famille et son histoire. Alors, moi, j'ai choisi de parler de son engagement littéraire. Il y a bien sûr ces livres dont on a déjà parlé, Une vie brève, Oublier Clémence, et tout récemment, son livre Berbessa, mes ancêtres colons, qu'elle n'a pas vu, en fait, sous forme imprimée. Cependant, je vais vous lire le début d'une nouvelle que Michel a écrite en 2007, année du 50e anniversaire de l'arrestation et l'assassinat de Maurice Audin, et année de remise du premier prix Audin sous une nouvelle forme. La nouvelle s'intitule Amphithéâtre, mais Michel indique que la partie que je vais vous lire, et même un peu plus long, aurait pu avoir pour titre « Comment parler de la mort de son père » après avoir lu L'Acacia de Claude Simon, dont vous reconnaîtrez sans doute la référence. Camus et Rimbaud sont aussi mis à contribution. Comme le style rappelle aussi celui de Claude Simon, je ferai en sorte que vous ne perdiez pas le fil de la phrase. Avant de commencer, je voudrais vous dire que Juliette, Fabien et moi avons été très touchés par des nombreux témoignages, messages de soutien et d'amitié que nous avons reçus, de même que par votre présence nombreuse et chaleureuse ce matin. Michel aurait été elle-même surprise de cette reconnaissance pour ses multiples engagements et émue, comme nous, de cette initiative de femmes et mathématiques de la Société mathématique de France et de l'IHP, pour laquelle les organisatrices et les organisateurs ont fait un travail remarquable. J'ai découvert ce texte Amphithéâtre après le décès de Michel. Comme elle dit, il traînait au fond de son disque dur. Et cette lecture de ce qui est, à notre avis, Juliette et moi, un des plus beaux textes de Michel, est aussi un sincère remerciement de notre part. Et s'il reste quelques livres en haut, je voudrais vous dire que vous pouvez vous servir. C'est vraiment, n'hésitez pas à, si vous ne connaissez pas certains livres, à les approcher maintenant. Donc, Amphithéâtre, je ne vous en lis vraiment qu'un tout début. C'est un jeudi matin, il est 8h15. Je prends dans le premier tiroir de droite de mon bureau les 2 enveloppes contenant les sujets de l'examen d'algèbre. Je passe au service de la scolarité, une des secrétaires m'accompagne et nous descendons afficher sur les portes des 2 amphithéâtres les instructions destinées aux étudiants. Ceux dont les noms commencent par une lettre de A à K composent dans l'un, celui que l'on appelle le petit, et les autres dans l'autre, le grand. Les groupes formés ici ou là se déplacent et s'assemblent pour former une sorte de houle mouvante. Mon collègue arrive, nous faisons entrer les étudiants, les regardons se placer, se serrer les uns contre les autres, comme l'ont fait avant eux des générations d'étudiants. Comme le faisaient peut-être mon père et ma mère, assis sur le même banc de l'université d'Alger, sans doute un amphithéâtre plus solennel, plus impressionnant. À moins que nos étudiants ne trouvent eux aussi nos amphithéâtres impressionnants. Ils sont pour moi aujourd'hui le lieu d'une routine sans surprise. Faire changer de place ceux qui se sont assis trop près de leurs voisins, ouvrir les enveloppes, distribuer les sujets, écrire l'heure de la fin de l'épreuve, 11h33, au tableau, ramasser les cartes d'étudiants, les ranger sur le bureau par ordre alphabétique, échanger quelques commentaires avec la femme qui me tiendra compagnie ce matin. Le personnel de surveillance se compose dans chaque salle de 2 personnes, un enseignant, mon collègue dans le grand amphithéâtre, moi dans le petit, et une vacataire, ici une jeune retraitée, secrétaire au département d'informatique jusqu'à l'année dernière. Échanger quelques commentaires donc. Compter les étudiants, 65, leurs cartes, 65 aussi. Ils ont commencé à travailler. Je fais passer la liste d'émargements qu'ils signent l'un après l'autre. Les 3 feuilles voyagent comme de leur propre initiative dans les travées. Je lis de loin leur parcours serpentin, comme si ce cheminement et le tracé tout théorique qu'ils dessinent sur la page que serait l'amphithéâtre, et même la double page, l'allée centrale jouant le rôle de la reliure qui séparerait la page de gauche de la page de droite de ce livre ouvert tout théorique, où je le suis, le cheminement.
Lisant d'abord la dernière ligne de la page de droite, de gauche à droite, comme dans un livre en français, puis l'avant-dernière, de droite à gauche, comme en arabe, et ainsi de suite, jusqu'à la première ligne de la page de droite en hébreu. La première de celle de gauche, arabe, jusqu'à la dernière de celle de gauche, allemand peut-être, à la fin de laquelle j'interviendrai. Je lis de loin donc leur parcours serpentin, comme si ce cheminement et le tracé tout théorique qu'ils dessinent étaient une phrase. Mon regard s'arrête pour déchiffrer plus attentivement certains des visages qui servent de lettres à l'alphabet de cette lecture. Un garçon arrogant, coiffé d'une casquette, qui râle parce que chercher son nom dans la liste alphabétique pour signer le déconcentre. J'ai très envie de lui demander d'ôter son couvre-chef, mais je n'en fais rien. Un autre porte une kippa et je n'ai rien dit. Dans l'autre salle, une fille arbore assez élégamment un foulard et je ne dirai rien non plus. Un jeune homme de 20 ans, dont la jeune femme enceinte, 20 ans elle aussi, compose dans l'autre salle. Encore plus jeune que ne l'étaient mes parents lorsqu'ils attendaient leur premier enfant. Au-delà de cette étreinte, de quelle histoire cette petite chose sera-t-elle dépositaire, comme je suis, moi, dépositaire de celle de mes parents et de celle, avant eux, de mes grands-parents. Lui, le jeune homme, ne ressemble absolument pas à mon père, et elle ne ressemble absolument pas à ma mère, mais ils me font penser à eux. Ce qui fait que je me retrouve à être le professeur de mes parents et à les considérer avec des sentiments presque maternels. Je suppose qu'il n'y a là rien de paradoxal. Même si ce n'est pas le cas de ma mère, mon père n'a jamais dépassé l'âge qu'ont certains de mes étudiants. Je récupère la liste et compte les signatures, 65. Il y aurait tant d'autres façons d'enrouler les mots d'une phrase sur une double page. Je franchis le sas qui sépare ou unit les deux amphis, j'échange quelques mots avec mon collègue, 68 étudiants de son côté, je m'assieds, prends une feuille de brouillon jaune, sors un stylo et commence à travailler ou à imiter les gestes que je fais quand je travaille. Mordiller le bout du stylo, écrire une formule, réfléchir. Réfléchir, le mot qui permet de s'isoler et de laisser aller ses pensées. Car il est vrai que j'ai du mal à travailler, à me concentrer sur un de ces problèmes, difficiles ou pas, à propos desquels j'aime découvrir ces petits riens qui sont l'étoffe de la recherche en mathématiques. Il m'est arrivé pire que de voir ma réflexion s'égarer un peu loin des mathématiques. Il y a à peine quelques semaines, dans cette même salle, j'expliquais avec conviction à ces mêmes étudiants les rudiments de la théorie des groupes opérants, orbites, stabilisateurs. Tout semblait, incroyablement, se passer normalement. Jusqu'au moment où je tournais le dos à mon auditoire et me retrouvais seul face au tableau et, surtout, à la pensée des obsèques de mon frère Louis, qui avait eu lieu moins de 24 heures auparavant à un autre bout de la France, ce qui est à la fois un cliché et une inexactitude géographique, puisque ce prétendu bout est en plein centre. L'essentiel, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec l'essence, mais qui est une façon de revenir à la phrase commencée. Les phrases commencées doivent être terminées et les parenthèses ouvertes refermées. L'essentiel, donc, étant que je me suis détourné du tableau, que j'ai enrayé cette chose rêche que je sentais monter dans ma gorge et que j'ai signifié plutôt sèchement aux étudiants qu'ils pouvaient écrire un énoncé que j'avais prononcé sans attendre que je l'aie écrit pour le recopier. Les mêmes étudiants composent aujourd'hui sagement et tout le monde dans la salle doit être bien conscient que je travaille moi aussi. La mort de mon frère a remué les relations familiales, compliquées chez nous par une tradition de mutisme, a un peu égratigné le silence de ma mère, qui a été une jeune fille joyeuse, passant des examens de mathématiques, comme celle que j'ai sous les yeux. Une jeune fille jeune, très jeune et amoureuse, comme certaines de celles que j'ai sous les yeux. La mort de mon frère a un peu égratigné le silence de ma mère, donc, qui s'était ennuyée le mardi après-midi dans l'amphi de physique générale. Vous avez plus de filles qu'en informatique, commente ma compagne de surveillance. Je les compte, 27. Rien d'extraordinaire sur 65. Combien étaient-elles en 1952 et à Alger dans l'amphi de physique générale, où ma mère s'ennuyait tellement jusqu'à ce que le jeune homme qu'elle avait remarqué, je l'avais remarqué, m'a-t-elle dit pudiquement,
dans une de ces égratignures du silence. Le jeune homme qu'elle avait remarqué, donc, s'installe sur le même banc qu'elle, où, si je comprends bien, ils se sont tout à coup beaucoup moins ennuyés l'un et l'autre. Ma mère, qui n'a jamais été capable, depuis la mort de mon père, de parler de quoi que ce soit de personnel à qui que ce soit, enfermant désormais la douleur de la mort de son fils Louis dans le même silence obstiné, mais acceptant enfin, bien qu'avec réticence, de remarquer l'absence de mots dont elle avait empli les textes de souvenirs qu'elle avait écrits il y a déjà bien longtemps, une dizaine d'années. J'apporte les feuilles de papier brouillon rose à une étudiante qui lève la main. Où se promène-t-elle avec son amoureux, qu'elle n'appelle sans doute pas ainsi, après les cours? Où vont-ils? Peut-être sur la digue du Rhin, une ancienne digue devenue un chemin forestier, certes un peu surélevé, mais que l'on a du mal à imaginer battu par les flots. Où vont-ils donc, eux qui n'ont pas la jetée du port d'Alger, où ma mère se souvient être allée souvent avec mon père pendant ce qu'elle appelle les plus belles années de sa vie, et ce n'est malheureusement pas qu'un cliché, mais c'est tout aussi malheureusement un euphémisme. Et où je me souviens qu'elle nous emmenait souvent, sans jamais nous dire ce que cette promenade évoquait pour elle. Je réponds plutôt gentiment à une de ces questions plutôt stupides que posent les étudiants angoissés qui surtout ont besoin d'établir un contact pour se rassurer, eux qui savent que parler est utile. C'est un type déjà âgé, bien plus âgé en tout cas que ne l'a jamais été mon père, dont je ne comprends pas très bien ce qu'il fait à l'université. Il porte une chemise blanche à col ouvert, comme celle que ma grand-mère confectionnait pour mon père. C'était vraiment une autre époque. La même agitation et les mêmes troubles que la mort brutale de mon frère et mes questions ont fait subir aux histoires et à l'histoire familiale, la même agitation et les mêmes troubles, donc, ont fait ressurgir, après les souvenirs de ma mère, des notes que ma grand-mère a prises au jour le jour, alors même qu'elle ignorait ce que son fils chéri. Il n'y avait pas de fils plus affectueux, plus travailleur, plus honnête, écrivait-elle. Ce que son fils chéri, donc, était devenu. Une intolérable et interminable ignorance. Une ignorance en un sens absolu. Ignorance à laquelle j'ai pensé en lisant l'histoire de cet homme, mort sous un arbre, d'une balle dans la tête, expression stéréotypée, comme le remarquait l'auteur. Lui-même racontant l'histoire, si du moins c'est bien une histoire, et si l'on peut parler de raconter, car c'est un livre à aller et retour. Lui-même racontant l'histoire, donc, de cet homme, son père, bien qu'il n'utilise jamais la première personne, je, mon père. Il est clair que c'est de son père qu'il s'agit. Essayant de décrire, parvenant à décrire l'ignorance dans laquelle la famille de cet homme, celui de l'arbre, avait été des circonstances exactes de sa mort. La balle qui, disait-on, lui avait coûté la vie, était-elle la première qu'il avait reçue? À quel endroit exact du front, de son front à lui, l'avait-elle touché? Avait-elle traversé sa visière de cuir bouilli avant de pénétrer dans sa boîte crânienne, sous cet arbre, par une belle journée d'été? Et l'histoire de cette femme, sa mère, qui chercha ensuite dans tous les cratères d'obus, dans tous les bourbiers de ce qui avait été l'immense front, l'immense champ de bataille de cette immense guerre, ce qu'était devenu le squelette de l'homme qu'elle avait épousé, tirant l'enfant qui un jour écrirait ce livre, bien longtemps après cette guerre-là et celles qui la suivirent, bien longtemps après avoir, au cours de celle de ces guerres qui n'en portaient même pas le nom, et entre beaucoup d'autres titres de gloire, signé le manifeste des 121, on pourrait se demander comment, dans quel espace, cette liste-là s'est-elle déplacée pour se couvrir de 121 signatures. L'histoire de cette femme, donc, qui chercha, tirant l'enfant par la main. Ma compagne de surveillance m'entreprend sur les qualités et avantages comparés des supermarchés de mon quartier. Nous en discutons quelques minutes et c'est bien suffisant. Alors je reprends la feuille jaune. Il me semble que c'est la deuxième banane que je vois incurgiter au petit maigre là-haut. L'ignorance, dans le cas de ma mère et de ma grand-mère, était bien plus totale. Et d'ailleurs, elles ne verraient jamais le squelette de celui qu'elles aimaient et dont elles savaient qu'il conviendrait désormais de dire qu'elles l'avaient aimé. Leur ignorance des circonstances du décès, pour lesquelles il y aurait eu aussi des expressions stéréotypées, mort sous la torture,
que l'on aurait pu détailler presque cliniquement, les effets des tuyaux, de l'eau, des coups, des fils électriques et des électrodes, selon la partie du corps à laquelle on les applique, les oreilles, les mains, le sexe. Expression que l'on aurait pu détailler, donc, comme on détaille la façon dont une balle pénètre dans un crâne et les dégâts qu'elle y produit encore, sans doute bien longtemps après avoir provoqué la mort du possesseur de cette visière, de cette os frontale, de cette cervelle, du possesseur donc adossé à son arbre. Mais ce n'était peut-être même pas de cela qu'il s'agissait vraiment, dans ce décor qu'il est impossible de ne pas qualifier de sordide. Même les lieux dans lesquels cette chose innommable s'était déroulée ne sont pas dissibles. Il nous faut donc nous contenter d'un cliché et de parler de décors sordides, pas de champs de bataille, ni de petits vals. Il y aurait eu pourtant, pas bien loin, des arbres, des platanes robustes, des eucalyptus immenses, des palmiers royaux, des caoutchoutiers aux troncs énormes, et même des acacias. Mais aucun imbécile énervé ne va placer sa victime dans l'opaque parfum d'un figuier pour mieux l'étrangler. À cette imbécilité, il faut d'autres décors, d'autres odeurs. Comment faire entrer cette mort dans une épopée? Il y aurait eu des vallons, mais aucun imbécile n'emmène sa victime dans un vallon ensoleillé pour l'y étrangler. Rien ici, sous l'éclairage avare et jaunâtre, sans doute d'ampoules nues. Éclairage qui mousse de quoi que ce soit, sauf peut-être de l'écume de la rage, lorsque le bourreau imbécile, ici il s'agit de l'imbécilité que lui confère sa fonction de tortionnaire, mais sans doute l'homme était-il déjà par avance un imbécile pour l'avoir accepté. Lorsque le bourreau imbécile donc se met en colère, un décor fait d'excréments, de déjections, des terribles hurlements des suppliciés, des ricanements de leurs bourreaux, de leurs insultes, de leurs longs cris de rage, de l'eau et des fils électriques des tortures, des murs de ciment nus des caves ou des cuisines d'immeubles en construction, peut-être même pas de nappes de sang. Qu'est-ce pour nous, mon cœur, que les nappes de sang? Primo Levi, qui s'est suicidé plus de 40 ans après son retour d'Auschwitz, disait que toute l'humiliation est pour les victimes. C'est certainement le cas ici aussi. Toute l'humiliation est pour la victime, alors que ni l'homme qui a tiré la balle dévastatrice, ni celui dont elle a détruit la cervelle, ni les autres dévorés par le même feu universel, qui sont morts dans la boue en criant « Maman », n'en ont été humiliés. D'ailleurs, l'imbécile a réinventé l'oxymore et a été décoré, mais peut-être pas pour ses qualités de rhétoricien. Un de ses chefs, expert lui aussi en oxymore, l'oxymore est la figure de style la plus pratiquée par les imbéciles, la barbarie n'implique pas le barbarisme. Un de ses chefs, donc, est d'ailleurs l'homme le plus honoré, le plus décoré de France. Si toute l'humiliation de cette mort clandestine est pour la victime, il reste encore des humiliations pour la famille, pour l'épouse et pour la mère de cette victime-là. Il reste la mémoire des outrages subis. Qu'est-ce que ça veut dire, les polynômes à une indéterminée, me demande encore le vieil étudiant. Je réponds un peu moins gentiment que la première fois. Je distribue encore ici ou là quelques feuilles de brouillon, roses, jaunes ou vertes. Une indéterminée, c'est une inconnue. Ma grand-mère avait écrit dans ses notes, il ne s'agissait pas d'un texte public. Ma grand-mère, comme d'ailleurs aussi ma mère, aurait dû rester pour toujours dans l'immense cohue de ces gens dont on dit qu'ils n'ont pas d'histoire et dont il y avait tant dans ce pays. Il ne s'agissait pas d'un texte public, donc, ni même d'un texte vraiment écrit, pas même véritablement d'un journal. Quelques phrases simples sur un carnet. Je ne pense pas que quiconque l'ait lu de son vivant. Une de ses filles l'a trouvé en rangeant des papiers après sa mort. Si elle n'a donné ce carnet à lire à personne, elle l'avait conservé plus de 30 ans et souhaitait donc sans doute que quelqu'un le trouve et le lise. Ma grand-mère avait écrit donc que j'ai réclamé mon père à grands cris, ce dont je me souviens l'avoir fait, et plus d'une fois, et que j'ai donné des coups de pied aux paras en leur disant de s'en aller de cette maison, ce dont je ne me souviens pas, mais dont il ne faudrait pas déduire que je n'ai pas de souvenir de cette période. La première heure de cette matinée est passée,
Les étudiants ont maintenant le droit de sortir. Alors ils en profitent. Deux d'entre eux me donnent des copies blanches, ce que l'on appelle des copies blanches, et quittent la salle. Il serait très exagéré de dire que je me souviens très bien, mais de cette façon qui fait que je ne peux en parler. À l'injonction, vous vous souvenez d'une personne chère et disparue, racontée. Après réflexion, quelle personne disparue? Aucune personne qui m'était chère n'a disparu. Mon grand-père est mort, ma grand-mère aussi. Mon oncle, le jeune frère de mon père, est mort. Une de mes tantes, une sœur de ma mère, est morte. Ma belle-sœur est morte. Mon frère est mort, lui aussi. La famille a disposé de leur corps, leur a organisé des obsèques. Le mot disparu ne peut s'appliquer à eux. L'injonction racontée ne pourrait donc concerner que les souvenirs que j'ai de mon père. Mais non, vous n'avez pas à m'interroger sur cette question. Laissez-moi me taire. Laissez-moi vous rendre, moi aussi, une copie blanche. Je ne peux pas en parler, j'ai déjà expliqué cela. C'est d'ailleurs encore une banalité. Raconter ces petites choses de la vie qui donnent son épaisseur, en quelque sorte son grain à la douleur, serait les figer. En faire disparaître l'incommunicable intimité, l'épaisseur, la confusion, la douleur. Donc, raconter ces petites choses de la vie qui donnent son épaisseur, en quelque sorte, son grain à la douleur, serait les figer, en faire disparaître l'incommunicable intimité, l'épaisseur, la confusion, la douleur, mais aussi la tendresse et le bonheur. Les transformer en petites choses sans importance de la vie quotidienne et leur donner la qualité, ou plutôt l'absence de qualité, que possèdent, ou plutôt ne possèdent pas, des souvenirs indifférents des autres. Bon, merci beaucoup d'être venus tous aussi nombreux ici aujourd'hui. Merci à tous les intervenants, intervenantes. Je crois qu'on est tous très émus, très heureux d'être là. Je ne vais pas dire grand-chose, du coup, ça va être difficile. Donc, je voudrais juste dire deux choses. On a parlé, Marie-Françoise a parlé d'un livret. Donc, beaucoup d'entre vous ont déjà participé. Il est encore ouvert. Il y a un site web sur le site de Femmes et Mathématiques. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos témoignages. Et je crois qu'on a, nous avons jusqu'au 12 mai, si je ne me trompe pas, pour remplir ce livret. Donc faites-le, je vous encourage. Et puis, un peu plus léger, il y a un concours de poésie Michel Audin qui est ouvert par la Gazette de la SNF. Donc à vos plumes, pour des sixtines, des nonines ou autres. Certaines ont déjà commencé à envoyer des jolis textes et continuer pour faire vivre encore longtemps Michel. Voilà, merci beaucoup encore. Et je crois qu'il y a un petit cocktail organisé par Femmes et Mathématiques. Donc restez avec nous. Merci.